Bonsoir, bienvenue dans votre émission en compagnie de Philippe Perfetti. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Et notre invité cette semaine, c'est Claude Jeansil. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors vous êtes historien de l'art et conservateur des antiquités et objets d'art et nous allons continuer avec vous à évoquer la peinture corse des années 1920-1930 et nous allons poursuivre avec le peintre Frassati. Oui, je vous en avais parlé la dernière fois. C'est vrai qu'on cite souvent Bassoul, Corbellini, Canniccioni, Lucien Père, mais il y a également Frassati. Alors c'est le plus jeune de la classe, c'est vrai, mais il a beaucoup de caractère et il fait une peinture tout à fait différente de celle de ses amis. Mais c'est une peinture qui est très dans le coup. C'est une peinture en fait qui est très expressionniste. Il s'attache beaucoup à décrire les personnages, les scènes religieuses. Et puis, comme c'est le plus jeune, c'est vrai qu'il atteint sa maturité alors que d'autres ont disparu. Je pense à Bassoul dans les années 30, je pense à Corbellini dans les années 40. Et c'est vrai qu'il va vraiment marquer son époque. Et finalement, il a une carrière fulgurante, même pas une vingtaine d'années. Alors, il est cortenay d'origine. Pendant la guerre de 14-18, il a été terriblement affecté, il a failli perdre la vue et c'est son oncle Santos Manfredi qui vivait en Argentine, qui l'a fait venir, qui l'a fait soigner là-bas et qui voulait le garder avec lui, mais il a préféré rentrer chez lui, donc il est allé à Corte, il a tenté de gagner sa vie en faisant le peintre décorateur. Et puis, dans les années 20, il est allé en Algérie, à Oran. Et puis, il est retourné à Paris, où il a suivi des cours dans un atelier parisien. Et puis, il est rentré en Corse en essayant de gagner sa vie. À Corte, puisqu'il était originaire de Corte, ça marchait toujours pas. Même 20 ans après, ça marchait pas trop. Donc, il est venu à Ajaccio. Et finalement, il a été pris par Corbellini, qu'il estimait que c'était vraiment un garçon prometteur. Et d'ailleurs, il a commencé par être adjoint au conservateur du musée Fesch, donc en 1939, adjoint de Corbellini. Puis quand Corbellini a pris sa retraite, c'est lui qui l'a remplacé comme conservateur des musées de la ville d'Ajaccio. Alors il a fait quelques publications, il a surtout vécu une période difficile, puisque les années de la guerre n'étaient pas joyeuses à Ajaccio. Et donc, il a même eu un conflit avec le maire de l'époque qui voulait lui faire refaire le plafond du salon d'apparat de la mairie. Et il y a eu un contentieux à propos de la représentation des personnages, puisqu'il y avait un conflit entre le peintre et le commanditaire. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis pendant la guerre, c'est lui qui a créé avec Bassoul, Sylvie et Casalonga et d'autres, qui a créé le groupement artistique ajaccien qui fonctionnait dans les combles du musée Fesch, au nez à la barbe des Italiens. Mais voilà, ça s'est bien passé, c'est une aventure assez extraordinaire. Alors on a eu la chance, et le musée Fesch a la chance, via la donation hollandine, d'avoir beaucoup d'œuvres de Dominique Frassati. Le fonds d'origine avait déjà des œuvres de Dominique Frassati, mais en tous les cas, là maintenant, il y a vraiment une très belle collection qui permet de voir tous ces aspects du talent de Frassati. Et puis, on avait fait en 2008 une exposition au Lazarette hollandine où on a présenté une centaine d'œuvres. Et c'est là qu'on a vu, moi pendant très longtemps je connaissais une procession de la Madonnouch, et puis les Ajacciens ont été très gentils et ils m'ont proposé d'autres versions, ce qui fait que je crois qu'on en avait 4 ce jour-là, enfin pendant un mois et demi où les Ajacciens ont pu visiter l'exposition, et on avait plusieurs versions du même événement, mais chaque fois avec des rendus différents. Et sa femme, que j'avais connue dans les années 90 à Nice, elle vivait là-bas, elle a vécu très âgée, elle est morte il n'y a pas longtemps, et elle me racontait comment il travaillait. Et elle me disait, par exemple, un jour de la Madonnouch, il avait vu la procession, puis il était rentré immédiatement au musée, et sans travail préparatoire, sans rien,
il avait appliqué la peinture et fait directement sur la toile. Directement sur la toile. Alors si on les regarde de près, alors je sais pas laquelle c'est, hein, moi j'en connais une très belle, de grande dimension, on dirait des confettis si on regarde de près. C'est des petites touches de peinture et sa femme me disait qu'il faisait ça avec la cigarette au bec, avec le dos du pinceau, il prenait la peinture pure et il la mettait. Il reculait, il regardait, enfin comme font tous les artistes, et au bout d'un petit moment, il a dit c'est terminé, puis il n'a plus jamais touché l'œuvre qui est magnifique. Donc voilà, c'était comme ça. Et puis, c'était aussi un très bon portraitiste. C'était en même temps un homme qui peignait les scènes de la vie quotidienne, hein, les pêcheurs dans le port. Au musée Fesch, il y a 2 jeunes pêcheurs lisant à Mouvre, par exemple. Et il mettait beaucoup d'humour dans sa peinture. Et je me souviens, on avait présenté en 2008 au Lazareth une œuvre qui s'intitulait « Une sortie du casino 2h du matin ». Et là, c'est le peintre de la fête, hein, il a souvent fait, il peignait un peu dans le style de Monticelli, ce qui fait qu'on l'appelait le Monticelli corse, mais il a peint beaucoup de scènes de genre comme ça, de scènes de parc, de scènes de goguettes, et il peignait aussi au cabaret, dans les villages où il travaillait, parce qu'il a fait comme ça la décoration de l'église de Bastelica. Il a fait également la décoration de l'hôtel Martine, l'hôtel de l'univers à Bastelica, puisqu'il était en partie originaire de là-bas. Donc, que ce soit de la peinture décorative, de la peinture de chevalet, des portraits, on sent vraiment qu'il a une touche particulière. Et c'est d'ailleurs un des peintres favoris des Ajacciens. Merci beaucoup Claude Gencil, on se retrouve demain en compagnie de Philippe Perfettini. Entendu, à demain. À demain, merci, au revoir. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Story en Australie. Nous sommes mardi, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Et de Claude Gencil. Bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes historien de l'art et conservateur des antiquités et objets d'art. Et on va parler avec vous ce soir de sculpture. Oui, alors étonnamment, comme tu es le précurseur de cette discipline, c'est en partie grâce à toi qu'on a découvert qu'il y avait un art en Corse au 19e siècle. D'abord la peinture, puisque c'est ce à quoi tu t'es intéressé en premier. Et puis dans la foulée, la sculpture. Oui. Alors est-ce qu'il y a des Michel-Ange en Corse ou est-ce que ça reste du domaine un petit peu plus intime et un petit peu plus amateur? Alors, sans aller jusqu'à dire qu'on a eu de très grands artistes, on a eu de bons artistes, mais ils n'ont pas fait carrière en Corse, ce qui fait qu'on ne les connaît pas. Alors la sculpture au 19e, moi je serais tenté de la diviser en 2 parties. Avant et après 1850. C'est vrai que la première moitié du 19e, c'est la peinture religieuse, la sculpture religieuse qui domine. On va avoir des commandes comme ça, mais à partir de 1850 et même un tout petit peu avant, c'est vrai que avec le succès remporté par celui qui va devenir Napoléon III, on remet au goût du jour en Corse ce qui s'était répandu sur le continent, c'est-à-dire la statuaire commémorative monumentale. En fait, pour de nombreuses raisons, on a toujours freiné ce désir des Corses de faire des statues et des monuments à leur gloire locale, et on a empêché pendant très longtemps l'érection du monument Napoléon Ier qui était prévu dès les années 1830. Donc, à partir de 1848 et juste après, avec l'érection de la statue de Bonaparte, premier consul, sur la place des Palmiers, Piazza di Lolmo, c'est vrai que l'administration impériale va favoriser les projets des communes de Corse, et notamment celle d'Ajaccio, qui remontent à la surface. On va avoir comme ça, dans les années 1850, l'érection de la statue du général Abatucci, place Abatucci. 2 ans après, celle du cardinal Fesch dans la cour du palais Fesch. Et puis, en 1865, c'est Napoléon Ier, ses 4 frères, sur la place du Diamant, avec les plans de Viollet-le-Duc.
Alors chaque fois, la responsabilité de l'installation des statues ajacciennes est confiée à Jérôme Malliot, architecte de la ville. Mais on va voir comme ça cette aspiration à glorifier les gloires des villes et des villages partout en Corse. À l'île Rousse, c'est Pascal Paoli. À Corté, c'est Pascal Paoli également, et le général Gaffori. Et à Bastia, on va voir par exemple le monument de Napoléon Ier sur la place Saint-Nicolas. C'est un mouvement qui va se perpétuer comme ça. Alors parmi les artistes, c'est Vital Dubray pour les deux d'Ajaccio, Abatucci et Fesch. C'est également à Vico, Monseigneur Colonna d'Istria. Casanelli d'Istria, pardon. Et puis c'est également Vital Dubray pour la statue de San Piero Corte à Basilica. Donc on a comme ça des statuaires français et parisiens confirmés, et en même temps les artistes corses sont peu sollicités ou n'ont pas les moyens et la capacité à répondre à ces commandes. Parce que ce sont des statues monumentales pour lesquelles il faut des artistes confirmés, et ensuite il faut avoir la capacité financière pour faire des modèles réduits, pour faire l'avance de la fabrication des statues en bronze. Donc c'est toute une infrastructure. Et un artiste ajaccien comme Lanfranc, qui par exemple, alors qu'il répond aux appels d'offres, puisque c'est un peu les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Il faut être à la fois populaire, mais avoir des moyens, et puis faire des prix intéressants, et puis surtout arriver à la ressemblance, ce qui est contesté par certains membres du conseil municipal à propos du cardinal Fesch. Vital Dubray est convoqué, et il dit « Mais excusez-moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Comme j'étais ami avec Colonna d'Istria, le peintre, qui a fait le portrait du cardinal, je me suis référé à ce qu'il a fait. » Donc tout le monde dit oui, oui, vous avez bien fait. Donc en fait, chaque monument est une aventure. Ça dure 10 ans entre la mise en place d'un comité pour l'érection de la statue, machin, les appels à fonds, puisqu'il y a des listes comme ça de souscripteurs. Enfin, c'est extrêmement codifié. Il y a du mécénat, j'imagine. Hein? Il y a du mécénat. Oui, un peu, mais c'est surtout grâce à des fonds publics et à des fonds des particuliers qu'on arrive à joindre les budgets. Donc il y a là tout un phénomène qui va durer une 50aine d'années et qui va même dans les villages où on veut faire un buste à la gloire du colonel ou du général du coin. Et c'est ça qui fait la richesse de cette sculpture du 19e, qui va donner d'ailleurs des idées aux sculpteurs du 20e dont je vous parlerai demain. Merci beaucoup Claude Gensili, on se retrouve demain en votre compagnie. Bonne soirée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et nous sommes mercredi, toujours en compagnie de Claude Gensili. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de l'art et conservateur des antiquités et objets d'art. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Nous allons poursuivre sur la sculpture du XXe siècle. On a parlé hier de la sculpture au XIXe siècle. Quelles évolutions au XXe siècle ? Les évolutions sont assez radicales à partir des années 1920, dans la mesure où la sculpture en Europe, en France, évolue. Les genres, les techniques, etc. Mais on va retrouver ça un petit peu dans la sculpture en Corse pour cette première moitié du XXe. Il y a un trait particulier dans cette sculpture du XXe, c'est que malheureusement, avec les 2 conflits mondiaux, elle est amputée de nombreuses années. Il y a déjà les 4 années de la guerre, et puis il y a ensuite les conséquences de cette guerre, mais qui, d'une certaine manière, vont être profitables aux sculpteurs, puisque avec l'érection d'un monument aux morts à la mémoire des disparus, des morts de la guerre de 14-18, il va y avoir un nombre considérable de commandes qui vont être passées à des artistes. Les artistes corses vont travailler pour la Corse, pour leur ville ou leur village d'origine, et puis ils vont également travailler pour d'autres communes sur le continent. Parmi ceux-là, on en a 2 qui sont très importants, c'est Pec, les patriarches, dont je vais vous parler. Ce sont 2 peintres d'origine bastiaise qui ont été lauréats du Legs Sisco, qui ont fait leurs études à Rome,
Mais comme les diplômes italiens n'étaient pas reconnus, ils ont été, notamment pour Patriarche, obligés de refaire des études. C'est ce qu'a fait Patriarche à l'École nationale des beaux-arts de Paris. Pechle, lui, a préféré rentrer en Corse et s'installer dans sa ville d'origine, Bastia, où il a créé une école de modelage et où il enseignait d'ailleurs le dessin au lycée de Bastia et où il a vraiment formé une génération de sculpteurs à Bastia. Alors on connaît assez peu ses travaux, mais le musée de Bastia lui a consacré une très belle exposition il y a 3 ans de ça. Et ça a vraiment été l'occasion de voir à quel point cet homme avait marqué une génération d'artistes et puis à quel point il avait produit une œuvre abondante, des portraits de figures bastiaises, des bas-reliefs et des choses comme ça, un petit peu de sculpture religieuse. Et c'est là qu'on voit que la sculpture religieuse a bien moins d'importance qu'elle n'en avait au 19e. Les sollicitations sont différentes, les désirs sont différents. Son ami Patriarche, avec qui il a fait les études à Rome, lui va faire toute sa carrière à Paris. Pendant la guerre de 39-45, il s'éloignera de Paris pour aller du côté de Montpellier, dans sa belle famille. Mais lui, Patriarche, est connu en Europe et aux États-Unis pour avoir été un très grand médailleur et avoir fait énormément de plaquettes et de médailles telles qu'elles lui étaient commandées par la Monnaie de Paris. C'est-à-dire que tous les ans, il exposait au Salon des artistes français une partie de sa production. Souvent, elle était achetée par l'État, mais en même temps, il faisait sa publicité, mais c'était tout à fait normal à l'époque. Donc, Patriarche est très connu pour ça, et puis lui s'est lancé plus que Pechle dans la sculpture monumentale. À titre d'exemple, ils ont réalisé ensemble le monument aux morts de Bastia. Patriarche a fait la veuve Reynaud qui donne son dernier fils à la nation, c'est un sujet allégorique d'une certaine manière. Et puis Pechle a fait le bas-relief qui représente les vauchères, les lamentatrices, les pleureuses, pardon. Et ça, c'est un bon exemple de la sculpture de cette époque qui est très empreinte de... Alors ça, c'est les années 20-30, hein, ce dont je vous parle. Et on voit qu'il y a quand même là cette fibre corsiste qui est défendue en littérature, en peinture, et qui fait qu'on essaye de représenter ce qui symbolise la Corse. On le voit à travers les sujets qu'il traite en médailles, hein. Il fait la Colomba, il fait les hommes corses célèbres, et puis il fait également des sculptures que tout le monde connaît, comme la porteuse d'eau qui est à l'entrée de Calvi, où on dit que c'est sa mère qui aurait posé pour faire la femme. Et il y a donc comme ça en Corse d'autres œuvres de Patriarche qui est, avec 2 autres sculpteurs dont je vous parlerai demain, vraiment très représentatif de cette sculpture des années 1920-1930, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, entre 1900 et 1910, la production est assez limitée. Puis après, il y a les années de la guerre, et ensuite, on passe aux années fin des années 1930, où il y a une coupure. Merci beaucoup, Claude Gensili. On se retrouve demain pour notre avant-dernière émission de la semaine. À demain. À demain. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra. Nous sommes jeudi, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Et de Claude Gensili. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien de l'art et conservateur des antiquités et objets d'art, et nous évoquons la peinture et la sculpture depuis le début de la semaine en votre compagnie. Je rappelle bien évidemment que l'ensemble des émissions est disponible sur le www.alta-frequenza.corsica. Claude. Oui. On avance dans le temps, on a passé le premier conflit mondial, on s'approche du second, puis il y a quand même une vie artistique en Corse. Est-ce que les sculpteurs, en l'occurrence, qui sont tous, semble-t-il, formés sur le continent, alors à ce moment-là, 1, qui sont-ils? Et 2, est-ce qu'ils arrivent à vivre de leur métier de sculpteur, ou est-ce qu'ils font autre chose à côté? Et puis, en fait, c'est la première question, qui sont-ils?
Alors là, on a affaire à des professionnels, là maintenant. Hein. Je vous ai parlé de Pecle et de Patriarche. Patriarche vit des contrats qu'il a avec la Monnaie de Paris. Il vit également des commandes particulières qu'il a. C'est la même chose pour Pecle, qui est employé communal pour enseigner le dessin, mais qui en même temps a des commandes et vit de son métier. Hein. Ça, c'est assez remarquable. Ce sont les premiers artistes, d'ailleurs, qui vivent de leur métier. Et les deux dont je vais vous parler maintenant, Élie Octave et Jean-Dominique Aubin, sont dans le même cas. Jean-Dominique Aubin, par exemple, malgré son nom, est ajaccien. Il est né à Ajaccio. Il a passé toute son enfance à Ajaccio. Son père, qui travaillait pour une compagnie d'assurance à Ajaccio, s'est marié avec une Ajaccienne et c'est là qu'il a fait ses études. Je pense qu'il fréquentait le musée Fesch pour en voir les plâtres et les moulures. Et les moulages, pardon. Et Jean-Dominique Aubin, par exemple, s'intéresse très tôt à la sculpture et obtient de ses parents qu'ils lui payent des études, et c'est ce qu'il va faire, École nationale supérieure des beaux-arts à Paris, où son travail est remarqué. Il passe le concours pour aller à Rome, et il arrive à ses fins après la guerre, puisque ses études ont été interrompues pendant la guerre. Il a fait la guerre et en 1920, il est reçu et il va à Rome, à la Villa Médicis. Et puis en même temps, on se souvient de lui à Ajaccio, et le comité d'organisation pour l'érection du monument des morts de la Corse, pas des morts d'Ajaccio, mais des morts de la Corse à Ajaccio, qui était sur le Square Camping jusqu'à l'année dernière. Le comité qui est présidé par le président du tribunal Zevako, lui passe commande d'une étude, et c'est lui qui obtient la commande du monument aux morts que l'on connaît. Et bon, il y a un problème avec le socle, un peu comme pour Bastia, pour le monument aux morts. Le socle, qui avait pourtant été validé par un de ses professeurs à Rome, est refusé par le comité ajaccien. Et alors qu'il a été installé, il faut le démonter et le refaire. Ce qui fait que Aubin dira qu'il ne veut plus jamais travailler pour Ajaccio et pour la Corse, mais en même temps, la ville d'Ajaccio va se rattraper en lui commandant une sculpture, et c'est la sculpture qu'on voit sur le square Jean-Baptiste Marcage, non pas Jean-Baptiste, Sylvestre Marcage. Et c'est donc la deuxième œuvre de lui qu'on peut voir à Ajaccio. Pour Élie Octave, c'est encore un petit peu particulier. Il est né à Lyon, mais sa famille est originaire de Soch, et il fait l'École nationale des beaux-arts de Paris. Et puis, après la guerre de 14-18, il a de nombreuses commandes pour des monuments aux morts. Il va faire comme ça le monument aux morts de Narbonne, celui de Millau et de 5 ou 6 autres communes en France. Et il fait même le monument aux morts de son village originaire de Soch, où on peut voir, c'est un bas-relief, hein, on peut voir une jeune femme qui lit la lettre lui annonçant le décès de son mari, et qui est toute triste, puisque c'est malheureusement ça que ces monuments aux morts rappellent, hein, c'est la tristesse des événements. À Ajaccio, on connaît une autre œuvre de lui, qui est la sculpture en pierre de Bourgogne, qui est sur la fontaine de Sainte-Lucie, à Sainte-Lucie, sur le cours Napoléon. Mais surtout, lui, il fonctionne un peu comme patriarche, c'est-à-dire que tous les ans, il envoie ses travaux au Salon des artistes français, et son travail est reconnu. La presse corse s'en rend compte, hein, puisque la presse corse rencontre régulièrement du travail des peintres et des sculpteurs corses, ce qui fait qu'il est très populaire en Corse, tout comme était populaire Jean-Dominique Aubin, patriarche et Pecle. C'est-à-dire qu'on a comme ça un noyau intéressant d'artistes corses, et puis il y en a d'autres dont je vous parlerai demain sans doute, hein, c'est Dionisi et Maestracci.
À demain donc, Claude Jansil. À demain. À Au demain. revoir. Bonne soirée. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Claude Jansil. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Je le rappelle donc, vous êtes historien de l'art et conservateur des antiquités et objets d'art. Nous avons évoqué la peinture et la sculpture en Corse depuis le début de la semaine et je suis bien évidemment en compagnie de Philippe Perfetti. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa, bonsoir Claude. Aujourd'hui, on continue notre petit voyage et tu vas nous parler entre autres d'un artiste qui est assez particulier dans le monde de la Corse puisqu'il a été lauréat de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris puisque c'est Dionisi. Oui. En tant que peintre. Oui. Alors Dionisi est connu comme peintre puisque juste en même temps que Jean-Dominique Aubin, il est lui aussi récompensé par ce qui se fait de mieux dans son domaine, puisqu'il obtient le Grand Prix de Rome de peinture et qu'il va à la Villa Médici à Rome. Et en fait, quand il rentre, il commence une carrière de peintre, mais au milieu des années 30, il s'aperçoit que c'est pas aussi intéressant qu'il l'avait souhaité. Donc il va s'orienter vers la sculpture et faire des ouvrages assez intéressants et très originaux. Alors, la sculpture de Dionisi en Corse, elle est assez peu répandue. Il faut aller à Petreto Bichisani pour voir le monument du général aviateur Fieschi, qui est juste au début de la route qui mène à Petreto. C'est un très grand monument qui essaye de reproduire la silhouette d'un avion, puisqu'il y a une grande traînée de marbre, et puis ensuite comme des ailes d'un avion, et à ce qui serait le cockpit, c'est là que se trouve le monument lui-même, avec finalement une sculpture assez modeste. Mais on peut voir une de ces sculptures à l'île Rousse, du côté de la promenade. On peut voir également une petite sculpture sur une tombe dans le cimetière d'Ajaccio, au Caniche. Et il est assez peu connu ici. Par contre, comme il a beaucoup travaillé dans la région de Marseille, c'est là qu'on trouve des œuvres de lui. Mais il a quand même, on le considère, je le considère du moins, comme un de nos sculpteurs corses parmi les plus intéressants. Alors je vais vous parler à présent d'un autre sculpteur qui est assez connu, c'est Damaso Maestracci. Damaso est né à Occhiatane, est mort chez lui. Lui, il a fait un peu comme Pecle. Il est allé, après la guerre, il a fait la guerre de 14-18. Et après, il a fait un petit peu une partie de sa scolarité à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Et puis, il s'est marié, il s'est installé à Bargemont, dans le Var. Et puis après, au bout d'une vingtaine d'années, il est rentré en Corse, ou d'une dizaine d'années, on va dire. Et c'est là que lui aussi s'est spécialisé dans la sculpture religieuse. Il a fait un monument aux morts pour sa commune d'Occhiatane. Et puis, il a beaucoup fait dans la sculpture religieuse. Alors lui, il avait trouvé un système, il avait créé un atelier de reproduction de ces figures. Et il y avait plusieurs tailles. Et il faisait de la publicité pour son travail. Il avait appelé ça l'art religieux corse. Et puis, il faisait de nombreuses publicités dans la Mouvre et dans d'autres magazines de l'époque. Ce qui fait qu'il a beaucoup tourné dans les communes de l'île et il a bien proposé son travail. Il a également donné des œuvres pour décorer la chambre de commerce de Bastia. Le fronton de la chambre de commerce de Bastia est décoré avec ses œuvres. Des chemins de croix, il a fait des chemins de croix et des petites choses comme ça. Et il était présent également pour l'exposition universelle de 1937,
où il avait apporté une partie de la décoration du pavillon de la Corse. Mais surtout, lui, il était beaucoup pour qu'on remette au goût du jour les saints qui étaient vénérés traditionnellement en Corse, et il a beaucoup milité pour qu'on revienne à des figures traditionnelles, et surtout pour qu'on évite de continuer à commander la sculpture sulpicienne qu'on trouvait à très bon marché. Donc, lui, il a beaucoup participé également aux promotions de l'art corse qui se faisait à Bastia, puisqu'il était à Bastia aussi. Hein. Et puis, ensuite, il s'est retiré dans son village d'Occhiatane, où il a fait son monument aux morts, le monument aux morts de la famille Maestrach, qui est classé monument historique. Alors, c'est très intéressant parce que sa fille, il y a quelques années de ça, a fait don de ses propriétés et de sa maison à la collectivité territoriale de Corse, qui a accepté le don et qui a valorisé, qui est en train de valoriser la maison qu'il a fait. C'est une maison d'artiste tout à fait remarquable, avec des sculptures sur la façade et sur les murs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'un ouvrage a été édité par la collectivité territoriale de la Corse, qui met en valeur le travail de cet artiste corse qui était vraiment très très attachant. Donc vous voyez, si on fait le tour de nos sculpteurs corses, on s'aperçoit qu'ils étaient nombreux, et je vous ai parlé des principaux, puisqu'il y en avait d'autres à Ajaccio, à Bastia, qui ont été moins connus, qui ont vécu en Corse, qui ont vécu à Paris ou ailleurs. Mais c'est un peu le propre de nos artistes de cette première moitié du XXe siècle, qui n'arrivaient pas toujours à vivre de leur travail en Corse et qui vivaient sur le continent, mais qui gardaient toujours un lien très étroit avec la petite patrie. Merci beaucoup pour cette semaine en votre compagnie, Claude Gencil. Merci à Philippe. vous. Au revoir. Bonne soirée.